Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Bien loin du Cachemire et du conflit qui l'oppose au Pakistan, l'Inde fait face à une insurrection qui dure depuis plus de 50 ans, la révolte maoïste des Naxalites au cœur même du pays. Elle a fait 12 000 morts depuis le soulèvement paysan de 1967 sur les contreforts de l'Himalaya. La révolte des Naxalites s'est propagée jusqu'à un tiers du territoire indien à son apogée en 2005. Elle est désormais réduite à quelques forêts du centre de l'Inde, riches en minéraux. Il y a quelques mois, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a lancé une vaste opération pour écraser définitivement la guérilla. Son ministre de l'Intérieur, Amit Shah, a lancé ses commandos à l'assaut de ce dernier bastion en clamant son intention d'éliminer les derniers rebelles d'ici l'année prochaine. Une lutte à mort dont souffrent les civils, souvent issus des populations autochtones. Dans cet épisode, je vous emmène dans l'état du Chhattisgarh, dans les pas de mes collègues Arunav Saikia et Jalis Andrabi du bureau de l'AFP à New Delhi. Sur le fil. Le calme règne dans le village de Marda, situé en lisière d'une forêt de tamaris. Dans sa maison, au sol en terre battue, Somarinedji, 40 ans, fait bouillir de l'eau. Elle est veuve depuis plus d'1 an. Son mari a été abattu par les forces gouvernementales le 25 février 2024. Il ne reste plus personne. Ils les ont qualifiés de Naxalites et les ont tués. Mon frère n'était pas un Naxalite, mon mari n'était pas un Naxalite, et mon neveu n'était pas un Naxalite. Ils étaient simplement des agriculteurs, pourtant, ils les ont tués. Dans son rapport, la police affirme avoir retrouvé une arme à feu et de la littérature maoïste sur la dépouille de son mari. La preuve, selon elle, que Rameshwar, 42 ans, avait rejoint l'insurrection naxalite. Ils n'avaient pas d'armes, aucune arme. Nous n'avions pas d'armes à feu à la maison et ils n'étaient pas Naxalites. Pourtant, ils l'ont qualifié de Naxalite et l'ont tué. Nous dépendions entièrement de mon mari. Mes fils ne savent pas comment utiliser les engrais ni comment bien cultiver. Heureusement, nous avons réussi à récolter un peu de riz grâce à l'aide de leurs oncles. Ce jour de février 2024, 2 autres villageois ont été tués. Dinesh Teta, 26 ans, a perdu son frère. Il faut arrêter les Naxalites, mais le gouvernement doit veiller à ce que le citoyen ordinaire ne soit pas pris entre deux feux ou pris, à tort, pour des Naxalites. Mes collègues ont interrogé des habitants de Marda. Plusieurs le confirment, beaucoup d'hommes et de femmes des environs ont rejoint les rangs de la guérilla, mais certainement pas les 3 victimes tuées ce 25 février 2024. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à rejoindre la rébellion ? Les insurgés affirment lutter pour les droits des populations autochtones tribales du centre et de l'est de l'Inde, connues sous le nom d'Adivasi. En Inde, environ 84 millions de personnes sont reconnues comme Adivasi, c'est-à-dire des tribus indigènes tout en bas de la hiérarchie des castes. Dans le Chhattisgarh, selon une étude effectuée en 2022, 90% des familles autochtones dépendent de la forêt pour vivre. En tant qu'autochtones, nous vénérons la nature et les arbres. Nous voulons les protéger, mais si les arbres sont abattus, nous serons confrontés à de nombreuses difficultés, car notre mode de vie est profondément lié aux forêts. Lorsque les arbres sont abattus, nous perdons nos moyens de subsistance, nous n'avons pas d'autre activité. Avant les opérations menées par le gouvernement, la guérilla d'inspiration maoïste avait mis en place sa propre administration dans les zones qu'elle contrôlait. Elle levait ses impôts, construisait des écoles, mettait en place des cliniques mobiles, redistribuait les terres. Mais les Naxalites ont aussi fait régner la terreur en exécutant les réfractaires ou ceux soupçonnés d'être des informateurs. Des villageois ou des anciens combattants s'en détournent donc au profit du gouvernement. Ils rejoignent les paramilitaires des District Reserve Guards, les DRG, comme Kiran, ancien commandant de l'insurrection.
Les districts réserve garde sont composés d'habitants de la région et de Naxalites qui se sont rendus. Les anciens Naxalites ont vécu dans les forêts et connaissent donc parfaitement les forêts, les rivières, les villages et les montagnes. Ils aident à guider les troupes et à assurer la sécurité. Sur les routes et autour des villages en lisière de la jungle du district de Bastar, les combats font rage. Depuis le début de l'année, les rebelles ont subi de lourdes pertes, près de 400 tués selon les forces de sécurité. La rébellion compterait environ 1200 combattants. Ils étaient une vingtaine de milliers au début des années 2000. Selon plusieurs témoins, les victimes civiles aussi sont nombreuses. Le principal parti d'opposition indien, le Congrès, dénonce régulièrement les fausses confrontations avec les tribus locales innocentes. Il ne s'agit selon ce parti d'opposition que d'exécutions sommaires maquillées. Interrogé sur ces incidents, le chef de la police du district de Bastar, Patilingam Sundaraj, assure que ses troupes mènent leurs opérations dans le strict respect de la loi. Chaque fois que nous partons en opération, lorsque nous sommes pris pour cible, nos troupes ripostent en vertu de leur droit à l'autodéfense. Lors des échanges de tirs, il arrive que nous subissions des pertes et que les Naxalites en subissent aussi. Nous enregistrons les décès conformément à la procédure établie par la Commission nationale des droits de l'homme, la Haute Cour et la Cour suprême. Selon des ONG et l'opposition, ce déploiement sécuritaire constitue les prémices d'une opération bien plus grande. Il s'agit de capter les ressources minières de la région. Selon le gouvernement de l'État de Chhattisgarh, le sous-sol du district de Bastar abrite 10% des réserves confirmées de fer de l'Inde. On y trouve aussi du charbon, des diamants, de l'or ou de la bauxite nécessaires à la production d'aluminium. L'intensification de l'activité minière chasse de nombreux villageois autochtones, déplorent les ONG. Yogesh Madhvi est un ancien chef rebelle. Cet autochtone a rejoint les DRG, mais il n'en garde pas moins un regard critique sur le gouvernement. Lorsque le gouvernement ouvre des zones à l'exploitation minière, beaucoup d'entre nous sont déplacés. Les réparations relèvent de la responsabilité du gouvernement. Et si l'indemnisation n'est pas suffisante, le gouvernement doit fournir des terres et assurer aux habitants une relocalisation décente, sinon les gens sont poussés à rejoindre les Naxalites. Selon lui, les autochtones recrutés par les deux bords s'entretuent. En attendant la fin du conflit, les autorités indiennes ont installé des camps pour accueillir les populations déplacées par les combats. Pour la militante des droits des autochtones, Soni Sori, cette situation ne peut s'améliorer sans un changement drastique de politique. Amit Shah dit qu'il va mettre fin aux Naxalites, mais ce ne sera jamais le cas. Le naxalisme ne prendra fin que lorsque le gouvernement cessera de torturer, de s'emparer des jungles, des terres et d'exploiter les mines. Et à ce moment-là, ce sera la fin du maoïsme. Cette méthode utilisée pour mettre fin au maoïsme, tous ces camps, ces forces armées, ces mines, ces bombes, ce champ de bataille qu'Amit Shah prépare depuis un an, conduira à la destruction de vies humaines, à la destruction de l'environnement. Et après ça, que feront-ils ? L'objectif final est de donner ces montagnes et ces forêts aux grandes entreprises. Sûr de sa force, le gouvernement indien a ignoré, début avril, l'offre de cessez-le-feu sous conditions présentée par les insurgés. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Maxime Mamet. Sur le fil revient demain.